Long rebound. Steph, no timeout with 6. At 5, Curry for the lead. The game is game. The game is game. The game is game. The game is game. Always. 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 Salut à toutes et à tous, on est ravis de vous retrouver pour un nouvel épisode du podcast de l'équipe Rivers Basket Session. Première chose, avant qu'on lance le sujet du jour, je vous rappelle que la réédition du MOOC numéro 4 spécial New York qui vient de paraître est sur le point, elle est là sur le point d'être expédiée. Littéralement, on voulait vous remercier pour l'accueil que vous lui avez fait. C'est vrai que vous aviez été nombreux et nombreuses à nous demander cette réédition, mais on a été un peu étonnés de voir à quel point à quel point vous nous aviez suivis là-dessus. On voulait vous remercier. Si vous ne l'avez pas encore commandé, allez vite sur Basket Session parce qu'il en reste vraiment de moins en moins. Vous savez que c'est une édition limitée, un peu exceptionnelle. Je ne vais pas revenir en détail là-dessus, mais voilà, je voulais commencer par vous remercier de tout ça. Pour le sujet du jour, on pourrait parler bien sûr du Utah Jazz qui est premier aujourd'hui de la conférence Ouest. Et pourtant, c'est pas tout à fait d'Utah qu'on a décidé de parler aujourd'hui avec mes deux acolytes, Shai Mamou et Antoine Pimel. C'est de deux équipes que Utah a beaucoup aidé, à savoir les Cleveland Cavaliers d'un côté qui ont enregistré l'arrivée de Donovan Mitchell cet été et les Minnesota Timberwolves avec l'arrivée forcément de Rudy Gobert. Voilà, on voulait faire le point un petit peu, voir comment les transfuges de Salt Lake City avaient pu aider ou pas trop aider leurs équipes actuelles. Voilà de quoi on va parler cette semaine. Première chose, Shai, Antoine, si on vous avait dit le 1er septembre que Utah serait premier de la saison régulière, passer la première journée de championnat, est-ce que vous l'auriez cru ou pas? Alors, je t'aurais bloqué sur WhatsApp. on est le 8 novembre et Utah est en tête de la conférence Ouest et une des équipes les plus sympas à regarder. Et on en vient à se demander, alors c'est très tôt dans la saison, mais on est en train de se demander si presque ils vont pas abandonner la Wembanyama Race. Alors, je pense qu'à un moment, ils vont revenir à la raison parce que c'est fou, c'est l'année où il faut tanker. Avec tout ce qu'ils ont fait pendant l'intersaison, on se disait que tout allait dans ce sens-là et je pense qu'eux-mêmes ne s'y attendaient pas. Non, moi, personnellement, la personne qui vient ici dire de toute façon, le combo Kelly Olynyk, Lauri Markkanen, c'était sûr que ça allait tout péter. Colin Sexton, sans aucun souci. Enfin, voilà, c'est une belle surprise. C'est des trucs qu'on aime bien, des situations improbables où tu as des mecs qui sont pas censés jouer ensemble, qui n'étaient pas prévus dans le même effectif, et puis qui se disent tiens, si on allait un peu emmerder tout le monde et montrer qu'on était des bons joueurs de basket et qu'on n'était pas à la disposition des GM à être des pièces à trader à droite et à gauche. Donc, feel good story du début de saison un peu. Bon, vous pensez pas qu'ils vont se lancer et essayer de choper Joel Embiid et Kyrie Irving pour jouer le titre de cette année, du coup? Je sais pas. À chaque fois que je vois le Jazz gagner, je repense au screenshot de Danny Ainge assis 1 mètre derrière Will Hardy en train de le regarder, genre mais qu'est-ce que tu fais, mec, je t'ai pas embauché pour gagner des matchs comme ça. Il a l'air halluciné, et Will Hardy qui fait une petite tête de gars qui est content de ce qu'il a fait. Non, ils vont pas tout balancer. Il y a un moment où ils vont peut-être commencer à trader gentiment les vétérans, les mecs utiles et rentrer dans le rang, je suppose, mais pour l'instant il faut profiter pendant que c'est là. Ce même là, pour moi, il résume tout le début de saison du Jazz. Là. J'allais le mentionner, la tête de Daniel, tu vois, qui est là, mais c'est ça, c'est pas ça que j'ai voulu, moi. Mais en tout cas, je pense que pour le Jazz, si dans un mois et demi, ils sont encore bien installés, ça n'aura plus aucun intérêt de tanker, entre guillemets. Tu pourras toujours te débarrasser de Mike Conley, mais je pense que même si tu transfères Mike Conley, l'équipe, elle reste forte, en fait. Ils sont à un stade où... Ouais, il faudrait Jordan Clarkson, Mike Conley, et ça, je pense que pour le faire, ça a un intérêt que si dans un mois et demi, ils sont effectivement largués, revenus dans le rang. Mais s'ils sont toujours bien placés, voilà, on a déjà vu des équipes qui sont censées s'autodétruire et qui au final jouent les playoffs l'année d'après. Je pense que c'est pas forcément leur objectif, mais bon. Ils ont les pics des Wolves. Ils sont protégés, les pics des Wolves. Voilà, tu vois, à un moment, il y a bien une équipe qui va se casser la gueule. Mais non, c'est une belle histoire, je suis d'accord.
Oui, histoire improbable, c'est clair, effectivement. Quoi qu'il arrive, effectivement, tu as raison, Antoine. De toute façon, c'est plus forcément l'équipe qui est la moins bonne qui est garantie d'avoir un très haut pick ou d'avoir le first pick. Donc là, si jamais, déjà, ça serait quand même étonnant que Utah arrive à durer à poursuivre dans la durée sur ce niveau de résultat. Mais si ça devait se passer, effectivement, il suffirait de réduire un petit peu la voilure, déclarer que Lauri Markkanen a un peu mal au pied finalement à partir du mois de février, dealer Mike Conley, et puis les choses devraient quand même s'occuper, les choses devraient se réguler d'elles-mêmes. Comme on le disait, voilà, l'idée c'était de parler un petit peu des équipes qu'ont reçu Donovan Mitchell et Rudy Gobert, avec des succès, des réussites pour le moins un peu diverses pour l'instant. Je vous propose qu'on commence par Cleveland, qui est une des belles histoires de ce début de saison. On s'en doutait un petit peu, hein, quand on avait fait le podcast récap du trade. Il me semble qu'on était quand même plutôt enthousiastes tous les trois dans l'ensemble sur le choix de Cleveland. Pour l'instant, en tout cas, c'est vraiment un choix encore plus payant peut-être que ce qu'on pouvait imaginer au moment du trade, non ? Complètement, parce que moi, ils m'ont surpris encore plus. Je les trouve encore plus prometteurs et encourageants que ce que j'attendais. On les a tous mis plus ou moins en qualif en playoff. Je crois qu'il faudrait qu'on regarde nos pronostics, mais moi, j'ai carrément, leur début de saison m'a carrément poussé à écrire un article sur pourquoi je les voyais bien aller en finale de conférence à la fin de la saison. En fait, c'est allé très très vite en besogne, mais tous les signaux qui me paraissaient positifs ou juste encourageants, là, ils surgissent, ils poussent à croire vraiment en cette équipe, à la manière dont elle a été construite. Moi, j'avais listé un peu les choses qui me faisaient dire qu'ils pouvaient faire mieux qu'une simple place de figurant ou de qualifié en playoff. Tu parlais de Donovan Mitchell, Théo. C'est pas un joueur que j'apprécie beaucoup à la base, ou dont j'ai beaucoup apprécié la fin d'aventure à Utah. J'avais l'impression que c'était un peu, pour faire très simple, alors un croqueur ultra doué. Hein, quand je dis croqueur, c'est pas que négatif. Il y a des croqueurs géniaux qui nous ont marqués au fil des ans. Mais j'avais l'impression que c'était pas le franchise player. J'étais un peu de l'avis de Shaq. Il y avait eu ce débat avec Shaq. Où Mitchell n'avait pas bien vécu d'ailleurs, où il lui disait « Je pense pas que tu es prêt à mener une franchise loin en playoff ». Et moi, je pensais ça de Donovan Mitchell aussi. Là, c'est qu'un début de saison, mais force est de reconnaître qu'il s'est ultra bien intégré, qu'il a pris les rênes de l'équipe en attaque pendant que Garland était blessé, que même là, avec son retour, je trouve que ça combine bien entre eux. Et il est à un niveau de MVP très précoce, parce que le MVP, c'est sur 82 matchs. Mais il joue extrêmement bien, il défend beaucoup mieux que ce qu'il défendait au Jazz. C'est pas anodin, c'est parce que l'équipe défend bien aussi. Hein. Et donc déjà, le fait que Mitchell joue beaucoup mieux que ce que je pensais fait que les prévisions sont forcément à avoir la hausse. Et tout ce qu'on aimait bien autour dans l'équipe, c'est-à-dire la raquette sur le plan défensif, la raquette Jarrett Allen, Evan Mobley, c'était quand même fort déjà, c'était prometteur l'année dernière. Et là, c'est encore plus fort que ce qu'on imaginait, je trouve. Parce que Mobley ne fait pas énormément parler de lui. Ça a un petit peu changé les derniers jours avec son match à 8 contre. Le match à 8 contre, qui sont d'ailleurs, et c'est important de le signaler, je trouve, c'est pas 8 contre de volleyball où il expédie le ballon dans les tribunes. C'est 8 contre, je crois que sur les 8, les Cavs récupèrent la balle instantanément en fait, et partent en contre-attaque. Donc c'est les contres à la Bill Russell, quoi. Les contres à la Bill Russell, exactement. Ça, plus le fait qu'il se développe aussi offensivement, Mobley, mine de rien, sans forcément. Là, il a battu son record où il a égalé ou battu son record de points cette nuit. 26 points, même s'ils perdent un match qu'ils ne doivent jamais perdre contre les Clippers. Ça, plus tout ce qui est autour, les role-players, le fait qu'il n'y a pas encore Rubio qui va apporter de l'expérience et du talent aussi. Il y a plein de choses qui font que les Cavs sont hyper intéressants à avoir joué et qu'ils sont ultra menaçants pour tout le monde, je trouve. C'est là pour moi, sur le début de saison, et c'était ma conclusion sur l'article, c'est qu'en dehors de Milwaukee, qui était invaincu jusqu'à cette nuit, j'ai l'impression que c'est en train d'être la deuxième meilleure équipe de l'Est à l'heure actuelle, et peut-être pour un peu plus que ça dans les semaines et mois qui viennent. Moi, je les avais mis entre 45 et 50 victoires. Je pense que ce qu'on voit là, c'est que c'est une équipe qui effectivement peut faire plus entre 50 et 55 victoires en saison régulière. Je pense qu'il y a beaucoup de signaux très intéressant. J'avoue que je ne m'attendais pas non plus à ce qu'il commence aussi bien. Je m'attendais à ce qu'il commence bien, mais il y a un vrai truc qui se dégage de l'équipe, notamment avec Mitchell. Je te rejoins totalement. Tout ce que tu as dit sur Donovan Mitchell, je suis complètement d'accord. Moi, après, j'ai une liste de bémols complète sur Cleveland, mais peut-être Théo, je vais peut-être te laisser d'abord toi.
J'ai une liste de bémols sur les Cavaliers. J'ai quelques réserves encore, en fait, sur cette équipe. Ouais, bah, je vais enchaîner sur les points positifs. Alors effectivement, ce qui est intéressant, c'est de voir que pour l'instant, c'est le scénario idéal que Cleveland ne pouvait pas espérer mieux, dans le sens où ce que Donovan Mitchell a annoncé cet été, bah, il prouve sur le terrain qu'il le met en place. Il avait dit qu'il avait passé l'été à travailler sa défense, notamment individuellement, les close-out, etc., les sorties sur les shooters. Là, il fait les efforts. Clairement, c'est pas, on est d'accord, hein, c'est pas le Kawhi Leonard des grandes années, mais il fait les efforts. Ce qui est intéressant aussi de voir, c'est comment cette équipe a vite pris en termes d'état d'esprit. Moi, ce que je trouve le plus plaisant dans cette équipe de Cleveland, c'est que même s'il y a des joueurs très forts, des joueurs All-Star, il y a une volonté de partager le ballon qui est vraiment manifeste. Et alors, je vais pas dire que Darius Garland et Donovan Mitchell sont les nouveaux Splash Brothers de l'Est, mais je retrouve un petit peu ça dans le plaisir qu'on voit qui manifeste en fait quand c'est l'autre qui marque. Ça, même s'il y en a un qui est chaud, ils vont chercher le mec chaud, mais ça veut pas dire que le mec chaud va forcément prendre tous les tirs. Il y a vraiment une très belle alternance, je trouve, dans le backcourt. Ce qui est intéressant aussi, c'est que Cleveland, cette équipe, elle se résume pas aux stars en fait. C'est ce que tu disais un petit peu, Shai, c'est que Dean Wade, on peut se moquer, c'est marrant, c'est le meilleur D-Wade de l'histoire des Cavs, etc. C'est marrant, mais ça reste un bon basketteur. Caris LeVert, je pense qu'il est dans le scénario idéal pour lui en fait. J'ai toujours trouvé quand on se demandait si c'était pas une future star en devenir, je voyais pas forcément vraiment je voyais pas ce profil. Par contre, voilà, en espèce de couteau suisse, troisième option pour créer du jeu, je le trouve excellent. Et l'autre chose qui est hyper intéressante, et puis on pourra faire le parallèle tout à l'heure quand on parlera des Wolves, c'est que leurs 3 big men sont parfaitement complémentaires en fait. On peut mettre, dans l'ordre qu'on veut, on peut mettre Evan Mobley avec Jarrett Allen, ou on peut mettre Kevin Love avec l'un ou l'autre. Quoi qu'il arrive, ça fonctionne. Quoi qu'il arrive, il y a une bonne défense. Elle peut passer de excellente quand c'est Jarrett Allen et Evan Mobley à bonne défense quand c'est Kevin Love. Et en attaque, ce trio, quelles que soient les combinaisons, c'est au moins une bonne attaque, voire une excellente attaque en fonction de comment tout ça est combiné. Et donc voilà, c'est un peu pour l'instant scénario idéal de la part des Cavs, je pense. Alors c'est bien, je suis pas d'accord en fait. Mais je suis pas tout à fait d'accord. En fait, je suis optimiste pour cette équipe dans l'ensemble, mais je suis pas tout à fait d'accord. Je pense que ça fonctionne pas aussi bien que ça en a l'air. Notamment, j'ai des stats d'ailleurs. En fait, je vais faire un tout petit parallèle d'abord. Une petite passerelle, parce que c'est pas une vraie comparaison, mais avec les Bulls de l'an dernier. C'est difficile de passer d'une équipe qui ne se qualifie pas en play-off jusqu'à une équipe qui va très loin en play-off. Je pense que Cleveland, sur cette année, je ne te parle pas du futur, sur cette année, peut-être c'est encore un peu difficile d'aller très loin en play-off. Et la marge qu'il y a à rattraper me semble trop grande. L'autre petite passerelle, après pour le futur, je ne dis pas parce que c'est une équipe jeune et je partage tout à fait ce que vous avez dit sur l'enthousiasme, sur la profondeur d'effectifs, notamment Kevin Love. On n'a pas mentionné Kevin Love, mais c'est énorme et c'est une énorme raison de leur succès, je pense, Kevin Love, parce que justement, je trouve que ça marche mieux à chaque fois quand ils ont Kevin Love sur le terrain. Ça, c'est moi le constat de ce que j'ai vu. J'ai l'impression que quand il y a un seul des deux big man avec Kevin Love, ou quand Kevin Love est là, en tout cas, ça marche mieux, ça étire mieux les lignes. L'autre petite passerelle, c'est le fait que j'ai l'impression que c'est une équipe un peu plus de saison régulière que de play-off. Alors, c'est un constat sans vrai... Comment dire, c'est une impression, mais au final, on verra, on ne pourra pas voir avant les playoffs, mais c'est une équipe qui va, même s'il y a de l'expérience avec Love, avec Mitchell, avec Rubio, c'est une équipe où certains jeunes joueurs n'ont pas forcément cette expérience. Et pourquoi je dis que c'est une équipe qui est plus de saison régulière, c'est que j'ai l'impression, en fait, il y a un truc. Aujourd'hui, les Cavs, ils gagnent beaucoup de matchs parce qu'ils peuvent se permettre, contrairement à d'autres équipes, de diviser le temps de jeu de leurs stars. C'est-à-dire que Garland et Mitchell, en fait, il y a toujours un des deux qui va rester sur le terrain avec Kevin Love, souvent, vu que Kevin Love va rentrer en jeu. Et c'est là que les Cavaliers font vraiment les différences sur ces matchs-là. Et ça va marcher en saison régulière parce qu'effectivement, tu peux te permettre de constamment faire alterner, tourner. En play-off, on sait comment ça marche. Ta rotation, elle est réduite. Tu peux laisser une star, mais si ton adversaire il laisse ses 5 stars pendant 37 minutes, voilà, il faut que tu contres en mettant ton 5 majeur. Et là, on en vient, je continue donc mon développement. Le 5 majeur des Cavs, il ne tourne pas bien en fait. Et c'est ce qui s'est passé hier soir. L'exemple de cette nuit, c'est parfait, parce qu'en plus, j'avais déjà ce constat, et le match de cette nuit est arrivé, c'est parfait pour moi. Ils terminent avec leurs 5, ils mènent de 14 points, ils se mangent un 17-1 en fait. Parce qu'ils n'arrivent pas à jouer les 4 ensemble. Jarrett Allen, Darius Garland, ils n'arrivent pas encore, peut-être qu'ils y arriveront, mais pour l'instant, ils n'y arrivent pas.
avec Garland, Mitchell, Allen, Mobley. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ils se prennent un 17-1 contre des Clippers qui ne sont pas non plus à full puissance et ils perdent ce match. Et aujourd'hui, le top 4, parce que je n'ai pas mis le top 5, mais le top 4 des Cavs, alors l'échantillon est très faible, je le reconnais, ils ont joué 62 minutes ensemble, les 4 meilleurs joueurs des Cavs, ils ont un différentiel de moins 14 sur 100 possessions. Alors, ça prend effectivement, bien sûr, c'est influencé par ces 4 minutes contre les Clippers, mais il y avait d'autres exemples avant. Le différentiel était déjà négatif avant ce match. Je suis désolé, je continue, c'est un peu long, mais je me permets juste, j'ai d'autres stats. Ils prennent 117 points sur 100 possessions quand ils sont tous les 4 ensemble, malgré le fait qu'il y ait Mobley et Allen. Il faut savoir que la paire Allen-Mobley, elle a joué 216 minutes ensemble. Pareil, ils ont un net rating négatif, moins 3,6. Alors, ça reste correct, hein, moins 3,6, moins 3,4, pardon, c'est pas la mort, mais c'est pas une équipe qui va loin en playoff. Cette paire, elle marque 106 points sur 100 possessions parce que, on le sait, 2 grands en attaque, c'est pas idéal, même si Mobley, il progresse, etc. C'est que sa deuxième année, il n'est pas encore un shooter, etc. Cette paire, elle montre ses limites. Et encore plus, autre chose, la paire Garland-Mitchell, qui est souvent divisée, elle montre. Alors, ils n'ont pas beaucoup joué ensemble, pareil, j'insiste sur le fait que c'est des échantillons faibles. En 96 minutes, ils sont à moins 4,3 en net rating. C'est des joueurs qui, je trouve, même s'ils s'entendent très bien, ça se voit qu'il y a une euphorie, ça je suis tout à fait d'accord avec toi Théo, c'est quand même beaucoup de à toi, à moi. Il n'y a pas encore cette vraie synergie. Je pense qu'il faut qu'eux, ils ont intérêt à se bouffer des vidéos de CJ McCollum et Damian Lillard. Sachant qu'en plus, eux deux, c'est 2 joueurs très petits qui vont être vachement ciblés en défense en play-off. Donc tout ça, en fait, ça me laisse penser que cette équipe en play-off, quand il va falloir vraiment faire jouer ce groupe ensemble, ils vont avoir des problèmes et ça peut montrer certaines limites. Après, voilà, c'est une équipe jeune. Je pense qu'il y a beaucoup de signaux positifs, même d'après mon analyse. Ils ont le temps, ils ont la saison pour apprendre à jouer ensemble. Mais voilà, je ne la mets pas au-dessus de Boston. Je pense vraiment que Boston est plus fort que cette équipe. Je pense que Milwaukee est vraiment au-dessus de Cleveland. Je pense que Philadelphie, si ça réagit bien, ça n'a pas grand-chose à envier à Cleveland. Je pense que Toronto n'a pas grand-chose à envier à Cleveland. Je pense que Atlanta est en dessous de Cleveland, mais peut aussi se dire on boxe dans la même catégorie. Je pense que Cleveland est un peu au-dessus. Miami, en playoff, on ne sait jamais. Enfin bref, sur le long terme de cette saison, je vais conclure là-dessus, pardon, désolé les gars. Sur le long terme de cette saison, je pense que Cleveland a encore des choses à régler avant de pouvoir prétendre à un statut de contender à l'Est. Moi, je comprends ce que tu veux dire et c'est effectivement étayé par des chiffres, même sur des échantillons faibles. Par contre, je prends plutôt le parti de me dire que c'est ultra prometteur qu'ils arrivent déjà à gagner des matchs en ayant justement encore ces soucis peut-être de... on voit effectivement ils doivent avoir des minutes ensemble, plus d'alchimie, de moins être dans le à toi à moi comme tu le disais. Et le fait qu'ils arrivent déjà à gagner des matchs et des matchs compliqués, pas que contre des adversaires de bas de tableau. Le match contre Boston de la semaine passée. 2 fois Boston. Le deuxième qui se finit sur un thriller, c'était génial. Un match compliqué comme ça contre une équipe déjà très bien en place qui, comme tu le dis, est logiquement plus ambitieuse et plus forte que j'ai trouvé que c'était... je me dis, si tu leur mets, dans le scénario optimiste, si tu leur mets encore 65 matchs ensemble, sans grosse blessure, avec le temps de se développer, je prends plutôt le parti de me dire, attention, si tu leur laisses le temps de jouer ensemble, ils vont arriver en play-off 13 sur 2, en ayant réglé tous les pépins, avec Evan Mobley qui va encore progresser. Quand il est sur le terrain, honnêtement, défensivement, je le trouve de plus en plus incroyable. Moi, je prends le parti d'être optimiste, un peu trop peut-être, parce que c'est facile de dire, c'est peut-être un peu trop de dire, oui, je les vois finalistes de conférence, mais je préfère prévenir maintenant et dire je l'avais dit que s'ils terminent 2e de saison régulière, tout le monde dira, bah oui, c'est logique, ils ont fini 2e de saison régulière, donc ils ne peuvent pas viser moins que ça. Mais après, je suis aussi d'accord avec toi, toutes les équipes, je mets une nuance sur toutes les autres équipes dont tu dis qu'elles sont théoriquement au moins aussi fortes. L'avantage des Cavs aussi dans ce début de saison et sur toute la saison, c'est qu'il y a pas mal d'équipes qui se cherchent encore un peu, je trouve. Leurs rivaux sont un peu... alors, à part Toronto, effectivement, qui a une identité bien claire, la blessure de Siakam vient un petit peu perturber le truc, mais même Boston qui doit qui se cherche un peu avec le nouveau coach et les galères qu'il y a eu, Miami qui fait un début de saison vraiment très 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 moyen, Atlanta qui commence seulement à grimper, Philadelphie qui a Harden qui va manquer un mois et qui n'est pas encore... dans le fonctionnement optimal. Il y a plein de petits trucs comme ça qui me font dire qu'à part Milwaukee qui est droit dans ses bottes, le reste se cherche. Et Cleveland se cherche, mais en gagnant des matchs et en montrant des choses à un énorme potentiel. Voilà. Oui, clairement. Non, c'est vraiment intéressant tout ce que vous dites.
Antoine, je trouve que la comparaison avec les Bulls, elle se vaut carrément. Je la trouve intéressante. Moi, la différence que je ferais entre les Cavs de cette année et les Bulls de l'an dernier, c'est que j'avais l'impression que l'an dernier, les Bulls étaient déjà quelque part au maximum peut-être de leur potentiel, sachant que pour moi, la vraie variable pour les Bulls, on en a parlé à plusieurs reprises, c'était Lonzo Ball en fait. C'était si vraiment il a passé un cap et qu'il peut se rapprocher, pas forcément être un All-Star, mais être borderline All-Star, pour moi, ça leur donne une autre dimension. Bon, ces pépins physiques ont fait que de toute façon, pour l'instant, on n'a toujours pas pu voir ça. Alors que du côté de Cleveland, je pense qu'il y a une grande marge, en fait. Et tout ce que tu notes, c'est vraiment hyper pertinent, super intéressant de voir que cette équipe, elle est fondamentalement peut-être pas aussi forte que l'impression qu'elle donne. Mais ce que je trouve encourageant et vraiment intéressant, c'est de voir que malgré tout, cette équipe, elle arrive à prendre ces matchs, elle arrive à les prendre pour l'instant, en fait. Et que ça te permet d'être dans une dynamique positive, d'autant que cette équipe, elle n'avait pas vraiment de pression, comparée à la pression que peuvent avoir les Celtics, les Sixers ou la plupart des cadors de l'Est, même des Hawks. Finalement, cette équipe-là, quel que soit son parcours en play-off, à moins qu'elle se fasse sortir 4-0 au premier tour, ça sera une saison réussie en fait. Donc ça permet au staff et aux joueurs, je pense, d'avancer de manière assez sereine. C'est intéressant aussi, effectivement, là, l'analyse statistique que tu donnes là, des Cavs avec leurs deux grands, parce que moi j'avais l'impression que ça fonctionnait mieux que ça, mais effectivement, les chiffres que tu donnes sont intéressants à noter, sachant que voilà, la variable d'ajustement à Cleveland, elle est simple. T'en parlais, Shai, c'est Evan Mobley en fait. C'est même pas de savoir s'il va progresser, parce qu'on sait qu'il va progresser, c'est à quelle vitesse il va progresser. C'est vrai que moi, en début d'année, quand on avait fait le podcast sur les prévisions avec Rémi Reverchon, je l'avais mis peut-être de manière un peu trop anticipée, je l'avais ciblé comme potentiel futur nouveau All-Star dès cette année. Offensivement, là, pour l'instant, il n'est pas encore dans ce registre-là. C'est aussi parce que Donovan Mitchell s'est très bien impliqué, adapté, et que pour l'instant, offensivement, ils n'ont pas forcément besoin des points d'Evan Mobley. Mais c'est vrai que plus Evan Mobley sera fort en attaque, plus ça permettra d'ouvrir le jeu, je pense, et de faciliter les moments de cohabitation avec Jarrett Allen notamment. Il commence à l'être. Le match de cette nuit, d'ailleurs, il prend sa 6e faute à 1 minute et quelques de la fin. Ça a été ça a sonné la fin pour les Cavs, je pense aussi. Ça les a pas aidés à remonter la pente après sur cette fin de match cata. Mais c'est un match où il met 26 points sans forcément jouer au large ou quoi. Il est largement capable de claquer 20 points dans le match. Et je trouve que sa palette c'est aussi étendue, c'est beaucoup plus varié. Et on va le voir de plus en plus. Moi, le potentiel qu'il montre, je le trouve terrifiant dans un cadre où il n'a pas besoin d'en faire 10 tonnes et où il peut progresser et prendre de plus en plus de responsabilités sans qu'il y ait une pression gigantesque. Alors pour l'All-Star, effectivement, on sait les paramètres qui font qu'un joueur est All-Star ou pas. Et effectivement, s'il marque peu et que Cleveland n'est pas premier ou deuxième de la conf, ce sera compliqué pour lui. Mais sur la discussion du défenseur de l'année, il va y être. Enfin, je pense qu'il va être dans la discussion s'il continue sur ce rythme-là. Au-delà du nombre de contres, c'est de la stat, mais juste l'impression. Regardez les matchs des Cavs. La défense je crois que sur les stats avancées, la défense sur isolation, il est incroyable. Sa défense sur l'homme, il est fantastique. C'est un paramètre de progression, un facteur de progression pour les Cavs, mais il est déjà très fort en fait. Il a un profil de défenseur potentiellement parmi les très grands. Il est très mobile, il a des longs bras, il est vraiment intéressant. Les Cavs, après moi, j'ai choisi de mettre les nuances un peu plus négatives pour faire pencher la balance. Je pense quand même que, comme vous l'avez dit, il y a quand même beaucoup plus de positifs. Le fait de gagner les matchs, effectivement, avec déjà ces problèmes-là, c'est quand même parlant. Et il y a de la jeunesse, donc il y a du potentiel. Je pense qu'en fait, aujourd'hui, à l'heure actuelle, pour l'instant, les Cavs, ils iront aussi loin que ce que Donovan Mitchell peut... Pardon, je reformule, blablabla. Les Cavs iront aussi loin pour l'instant que ce que Donovan Mitchell peut les porter. Et donc, ça revient un peu comme le Jazz, je pense. C'est un point de vue un peu comme le Jazz pendant toutes ces années. Peut-être ça peut aller au deuxième tour. La suite à voir, effectivement, sur une série, tu ne sais jamais ce que ça peut donner. Ça va être une équipe qui va de toute façon se battre et qui va jouer. Et l'idéal, je pense, pour eux, c'est qu'un jour, à terme, les Cavs aillent jusqu'où Evan Mobley peut les porter. Et là, à ce moment-là, ils seront peut-être vraiment en mesure de s'inscrire comme une des 3-4 meilleures équipes de la Ligue.
Après, ça reste à voir. Il faut qu'il se développe offensivement, c'est sûr. Par contre, en tout cas, il y a du potentiel. Cette équipe a vraiment du potentiel et je pense que le global est très positif. Mais le point intéressant, je finirai là-dessus sur Mitchell, et je dis ça dans la position d'un gars qui l'aime pas trop à la base, qui est pas fan du joueur, c'est que il a déjà montré par le passé sur des séries de playoffs qu'il pouvait être le go-to guy, un mec qui claque 40-45 points. La série dans la bulle contre Denver, où il fait un mano à mano avec Jamal Murray, voilà, le niveau individuel qu'il avait pour porter l'équipe, il était démentiel. Il a déjà montré qu'il pouvait le faire en playoff, ça. Ouais, c'est clair. Ce qui est intéressant, c'est que cette année. C'est une série qui perd. Oui, mais la grosse différence avec le Jazz, c'est que dans cette équipe d'Utah, il n'y avait que lui qui était capable de faire ça. Voilà. Là, je trouve que le succès d'Utah, et j'enlève rien du tout aux performances du Jazz en saison régulière. Gagner autant de matchs qu'ils l'ont fait, si c'était simple, tout le monde le ferait. Mais ça reposait avant tout sur un système et sur l'utilisation et le fait que les joueurs jouent vraiment leur rôle. Là, ce que je trouve intéressant dans cette équipe de Cleveland, au-delà du fait que la défense est bien meilleure, j'allais dire bien meilleur, parce que c'est un peu fou, parce que Utah a déjà eu la meilleure défense de la ligue, mais on sait tous qu'elle reposait sur un joueur. Là, la différence avec cette équipe de Cavs, c'est qu'il y a plusieurs joueurs qui peuvent défendre, et de l'autre côté, il y a plusieurs joueurs, je pense, qui peuvent faire la différence, et par contre, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus, même c'était un petit peu ce qu'on avait dit au moment de la signature de l'arrivée de Donovan Mitchell, c'est que c'était une bonne pioche pour Cleveland, sachant que le franchise player potentiel de cette équipe, c'est Evan Mobley. Le pari de Cleveland, c'est de se dire que une partie du prime de Donovan Mitchell et de Darius Garland coïncidera avec le début du prime d'Evan Mobley. Et là-dessus, je pense que voilà, c'est un pari qui est d'autant plus pertinent que tout se passe bien. Et donc que pour l'instant, Donovan Mitchell n'a pas de raison de se dire je suis là juste 2 ans et puis après, je plie mes bagages et je demande un trade pour partir à New York. C'est fou qu'il y ait une équipe. Enfin, là, de se dire qu'il y a une équipe sexy à Cleveland qu'on a envie de voir, dans laquelle il n'y a pas LeBron. LeBron qui d'ailleurs, alors c'est pas des appels du pied parce qu'il sait qu'il ne peut pas faire n'importe quoi non plus, mais il n'arrête pas de dire ouais, cette équipe elle est incroyable, les jeunes ils sont bien. L'autre jour il a dit, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit ouais, quand c'est des jeunes qui donnent l'impression d'être focus sur le basket et qui sont pas sur les réseaux sociaux et tout. Il a l'air d'envoyer un peu des missiles à des mecs en particulier. Mais le fait qu'un mec comme LeBron voit cette équipe-là et se dise ouais, ça donne envie limite de jouer dedans, et il doit pas être le seul à travers la ligue. Hein. Donc tout ça, c'est de l'excellent travail et ça va aller qu'en s'améliorant, je pense. Non, ouais, c'est clair. C'est clair. En tout cas, c'est assez marrant de voir qu'au final, Utah cartonne en ayant dealé tous ces joueurs, que ça marche très bien à Cleveland. Et on va aller peut-être jeter un coup d'œil du côté de Minnesota, où là, pour l'instant, la greffe est quand même plus compliquée. Donc l'arrivée de Rudy Gobert, donc Minnesota quand même qui s'est saigné pour faire venir Rudy Gobert, avec un début de saison un peu poussif. Ça, on s'y attendait quelque part. Je pense que voilà, on savait que Rudy allait pouvoir apporter des choses, et c'est déjà le cas, mais que ça demanderait peut-être un peu de temps. Ce qui est un petit peu inquiétant, je trouve, à l'inverse de Cleveland, où tout baigne, c'est que je sens qu'il y a déjà quand même pas mal de dents qui grincent, ou du moins de joueurs qui semblent un petit peu excédés du fait que ça prenne du temps, ou de l'orientation qu'a pris le jeu du côté de Minnesota. Vous, comment est-ce que vous voyez ce début de saison des Wolves, de Rudy Gobert et de l'équipe globalement? Déjà, il y a une pression supplémentaire que, si on veut être dans la comparaison avec Cleveland, on a l'impression que les Wolves ont une pression supplémentaire parce que le move pour faire venir Rudy, on fait partie de ceux qui estiment Rudy et l'apport qu'il a sur une équipe. Hein. Mais le prix, la contrepartie était énorme, le nombre de pics, tout ça, le risque était important et c'était censé les faire basculer tout de suite vers une très grosse saison régulière et plus ensuite. Là, pour l'instant, j'ai l'impression, moi je suis un petit peu déçu parce que je les ai vus assez haut. En début de saison, je les ai mis assez haut dans mes pronos et je pense que c'est toujours possible de les voir dans la bonne partie du classement pour les playoffs. Mais j'aime pas ce qui se dégage de l'équipe au niveau atmosphère, alchimie, tout ça. C'est pas, je crois pas que ce soit particulièrement lié à Rudy qui a fait des bons matchs au début notamment, jusqu'à ce que malheureusement il a chopé le Covid. On a l'impression que ça fait 48 fois le pauvre. Il a été mis en protocole. Moi, c'est plus... Alors, Kat, l'année dernière, on en avait conclu, je pense, à peu près collectivement, que c'était peut-être pas le gars qui était capable d'emmener une franchise très loin, pour plein de raisons différentes. Ce qui m'inquiète un peu plus, c'est Anthony Edwards, en fait. Ah, merci. Avec un certain membre de la rédaction qui a toujours dit qu'il était un peu chelou, votre Edwards. Ça n'empêche, en fait, je n'enlève rien au côté sûr et en dehors du terrain.
c'est un régal à voir, à écouter. Il est bon, sauf quand il se filme en train de dire des conneries dans sa voiture. Mais bon, ça, c'est une autre histoire qui a été réglée. En fait, là, sur les déclarations qu'il a faites, on lui a demandé pourquoi est-ce qu'il n'avait pas encore dunké cette saison. Le gars, au lieu de faire une réponse un peu politique, il dit c'est parce qu'il n'y a pas de place. En gros, on est trop grand devant, donc j'ai pas de place pour aller dunker. C'est pas de ma faute. Peut-être que si on me faisait de la place, j'arriverais mieux à dunker. Évidemment, le match d'après, Rudy n'est pas là, donc il joue un petit peu plus small avec Kat et McDaniel. C'est tout de suite, il claque un dunk et tout de suite, c'est bon, ça y est, j'ai réussi à dunker. Et quand il l'interroge sur la dynamique d'équipe, il répond. C'est pas qu'il répond, c'est qu'il a un langage corporel qui n'est pas du tout adapté. Il commence à râler sur le terrain de manière très, très ostensible et à être frustré et à montrer que la situation ne lui convient pas. Et ça j'aime pas. Pour moi, c'est le moment où il doit montrer qu'il est l'arme offensive numéro 1 de l'équipe, où il doit montrer qu'il a gagné en maturité après 2 saisons intéressantes. Et je sens pas qu'il est dans cet état d'esprit-là et ça m'inquiète un petit peu. Je pense qu'il y a besoin qu'Edwards soit positif, moteur et presque leader, même s'il est très jeune. Là, je le trouve un peu... je sais pas, j'aime pas ce que je vois en fait. Il y a une forme d'hypocrisie dans sa déclaration parce que, alors en fait, en gros, ce qu'on comprend, c'est que vraiment, il voulait mettre en avant que la philosophie de l'équipe ne lui plaît pas. Après ça, par contre, il a le droit de le faire. Je veux dire, je suis pas choqué qu'il le fasse, mais par contre, si on y réfléchit, sa déclaration est un peu hypocrite parce qu'en fait, il y a plein de moments où il joue sans Gobert. Le parti pris des Wolves a été de se dire on fait jouer Edwards et Kat ensemble. Pareil, c'est comme aux Cavs, on divise parce qu'on sait que le top 4, il peut peut-être pas marcher ensemble, donc on divise, on crée 2 et 2. Donc souvent, Edwards, il joue avec Kat et Russell avec Gobert. Donc déjà, c'est pas tout à fait vrai son histoire. S'il pouvait claquer des dunks, ensuite, des dunks dans le trafic, il en a claqué déjà plein l'an dernier. Je pense que de toute façon, ce qu'il voulait, c'était mettre en avant ça. Et il l'a pas fait que à ce moment-là. D'ailleurs, il y a un autre match après Phoenix, quand ils perdent contre Phoenix. Et donc, les remplaçants ont été très bons. Et par contre, le 5 majeur des Wolves, comme d'habitude, s'est fait déchiqueter. J'ai une stat encore là-dessus. Je peux vous sortir. Le top 4 des Wolves, ils sont à moins 9,4 sur 100 possessions. Quand ils sont tous ensemble, ça correspond au pire net rating de la Ligue. Les Pistons sont à moins 9,5. Donc voilà, donc ça donnerait, si eux, ils jouaient 48 minutes ensemble tous les soirs, ça donnerait la pire équipe de la Ligue à égalité avec Détroit. Voilà, il veut montrer ça. Donc il regarde la feuille de stats, c'est devant les journalistes. Il parle à Jordan McLaughlin, mais il sait très bien que les micros sont ouverts, que la scène est filmée. Et il dit t'as vu, on s'est fait déchirer le 5 majeur, comme on s'est fait déboîter. Je pense qu'il veut clairement mettre en avant cette idée. Quand il manque Gobert, il cartonne les Rockets, qui de toute façon est une équipe un peu pourrie. Cette nuit, ils ont joué sans Gobert, ils perdent contre les Knicks. Je pense que le problème est plus profond que Gobert. Par contre, effectivement, cette association, elle ne marche pas pour l'instant. Alors, je pense effectivement que ce n'était pas surprenant aussi que ça prenne du temps. Par contre, ils ont un des calendriers les plus faciles de toute la NBA et malgré ça, ils sont 10e avec un bilan négatif alors qu'ils ont joué quand même les Spurs 2 fois. Ils ont perdu 2 fois. Non, 3 fois, je crois, ils jouent les Spurs. Ils ont perdu 2 fois sur 3. Ils ont joué le Jazz. Bon, on a vu que le Jazz fait un peu mieux, mais ils avaient quand même un calendrier. Ils ont joué le Thunder. Ils avaient quand même un calendrier simple et ils sont déjà mal partis. Et on voit que ça tourne mal. Et Gobert, il a plus de ballon. Il y a un match, il prend que 1 tir. Celui d'après, il en prend 6. Au début, les 2 premiers matchs, il y avait la volonté de le servir, mais ça a vite disparu. Voilà, ils vont avoir un problème avec cette. On sait que le tall ball en NBA, ça marche pas complètement. Gobert, il peut faire des grands déclats en mode je suis là pour le titre, je suis pas là pour prendre la température, mais excuse-moi, en attendant, une équipe qui gagne avec 2 intérieurs comme ça n'existe plus depuis un moment. Et on ne peut pas comparer aux Bucks où Brook Lopez, le moins doué des deux offensivement, si on veut prendre une raquette de grande taille avec Giannis et Brook Lopez, c'est Brook Lopez qui se contente du rôle d'étirer les lignes. Et là, dans le cas des Wolves, le plus talentueux des deux, c'est Kat en attaque, et c'est lui qui est obligé d'étirer les lignes parce que Gobert, il ne peut pas le faire. Donc, de toute façon, tu n'exploites pas complètement le potentiel de Towns en attaque. En défense, ça ne marche pas non plus. C'est marrant, il y avait une quote de Kat en début de saison qui disait « Ouais, on se complète nos faiblesses, on va se tirer vers le haut. » Mais c'est l'inverse. Pour une fois, je suis d'accord avec Charles Barkley. En fait, de chaque côté du terrain, il se tire vers le bas. Kat, il ne peut pas courir derrière les mecs, derrière des mecs plus petits en défense. Et Gobert, il bouche les lignes en attaque. Donc, quand les deux jouent ensemble, ça ne marche pas. Après, effectivement, il y a du temps et je pense qu'avec des efforts, et c'est là où je suis d'accord sur la comparaison avec Cleveland, Théo, c'est avec des efforts et de l'investissement, ça pourrait marcher mieux. Par contre, je n'ai pas l'impression qu'au niveau des personnalités des mecs,
on est affaire à des gars qui vont faire les efforts. J'ai l'impression qu'on a déjà un Edwards qui a déjà tiré un trait en mode, de toute façon, ça ne marchera pas, et que dans sa tête, ça ne marchera pas, et qu'il va falloir le convaincre du contraire. Donc, il va falloir trouver quelqu'un qui sera suffisamment fort au niveau personnalité pour lui montrer que ça ne marchera pas. Il y a quand même une séquence, je pense que vous l'avez vu, où toute une action, il garde les bras comme ça, sur les hanches. Il n'y a pas Gobert sur le terrain, d'ailleurs, je crois. Mais juste, voilà, il en a marre, ça ne marche pas, il a décrété que ça ne marcherait pas. Encore une fois, pas sûr qu'il fera l'effort. À la limite, pourquoi pas. Towns, on a déjà vu que ce n'était pas un leader. Je ne vais pas en remettre une couche sur lui, mais bon, on sait très bien que... Enfin, si, je peux en mettre encore une couche. Le gars n'a rien trouvé de mieux à dire que de clasher le régime alimentaire d'Edwards. Pourquoi tu fais ça devant la presse? Je veux dire, tu penses que c'est ça du leadership? Je veux dire, ça ne sert à rien. Juste, je ne pense pas qu'ils feront les efforts et je vais carrément conclure direct, je pense le garder pour après. Mais je pense que ce n'est pas Gobert qui doivent transférer, je pense que c'est Kat. Je pense qu'ils doivent dégager Kat parce qu'une équipe avec Edwards et Gobert, je pense que ça peut être très intéressant. Tu as un pivot comme ça, c'est ton partenaire de pick and roll. Tu as une star qui est fort balle en main. Tu as un gros défenseur. Après, c'est dur pour une équipe comme les Wolves de se séparer d'un joueur comme Kat parce que c'est dur de trouver un joueur comme Kat sur le marché. La preuve, ils viennent de lâcher 4 pipes, 4 droits de swap et 4 joueurs pour aller, 4 pics et 4 joueurs pour aller chercher un All-Star. Mais bon, je pense qu'ils n'ont pas forcément misé sur la meilleure association perso. Juste pour rebondir dessus, j'ai un peu peur du triangle. Moi, je suis plus le côté tactique et alchimie de jeu. J'entends que c'est difficile. Je voulais rebondir sur ce que tu disais sur les déclats, la déclat de 4 sur Edwards. Effectivement, je trouve que ça ne va pas dans le bon sens. On n'a pas l'impression qu'ils s'entendent bien, en fait. Et ça me fait repenser aux déclarations de Edwards sur Gobert à l'époque, qui montrait qu'il n'avait pas un très grand respect pour lui. Et même quand il arrivait, on le sentait un peu sceptique. J'ai peur que le triangle relationnel soit pas fou. Kat et Gobert, ça a l'air de bien s'entendre, mais Edwards, Gobert, Edwards, Kat, je sais pas. Je suis en train de... C'est très tôt, mais je suis en train de regretter un peu mon optimisme envers eux en début de saison. En fait, il y a plein de problèmes. Pour moi, c'est une équipe qui a plein de problèmes. Je vais commencer par Kat. Je pense pas que ce soit un franchise player. Je pense pas que... En fait, je vais commencer par lui, et après je vais revenir. Je pense pas que Kat soit un franchise player. Je pense qu'Anthony Edwards est arrivé totalement hors de forme et qu'il n'a pas la motivation pour s'adapter au jeu qui lui est proposé pour l'instant. C'est aussi une grosse preuve d'immaturité, ce qui n'est pas illogique du tout quand on est aussi talentueux qu'on a son âge et que pour l'instant ça fonctionnait. Mais là, il arrive aussi le moment où il pourra plus se reposer uniquement sur son talent aussi parce que les équipes adverses savent qu'il est talentueux. Et la dernière chose, moi, ce qui me saute aux yeux quand je compare avec Cleveland, parce qu'on va continuer un petit peu le parallèle, c'est que cette équipe des Wolves manque cruellement de playmaking, en fait. Je pense que D'Angelo Russell n'est pas un bon meneur, personnellement. Enfin, pas un bon meneur si tu veux aller loin, gagner des choses, gagner des matchs, gagner beaucoup de matchs. Ils ont vraiment peu de playmakers. Karl Anthony Towns est catastrophique pour ressortir la balle des prises à deux. C'est aussi pour ça que ça ne marche pas bien avec Gobert, c'est qu'il n'a pas la capacité, lui, en lecture ni en réalisation, de pouvoir sanctionner les défenses adverses. C'est une équipe qui perd énormément de ballons, même un ratio qui est complètement fou. Et donc là, je me dis que Chris Finch, il peut mettre un petit peu ce qu'il veut en place ou essayer de mettre ce qu'il veut en place. S'il n'a pas les joueurs sur le terrain qui soit ont la capacité de mettre en place, ça ne marchera pas, soit la volonté de mettre en place, ça ne marchera pas. Donc ça ne veut pas dire que les Wolves ne peuvent pas mieux jouer que ce qu'ils font actuellement. Je pense qu'il y a quand même du talent dans cette équipe, mais telle qu'elle est construite, de par la personnalité des joueurs ou leur manque, encore une fois, je reviens à ça, de playmaking, ça complique les choses. Parce que là, je garantis, alors bien sûr, tout le monde n'a pas le QI de Chris Paul, mais tu mets Chris Paul dans cette équipe 3 matchs juste pour faire un test, je peux te garantir que ça marchera déjà mieux et qu'il saura mieux exploiter, donner la balle au joueur au moment où il faut le donner, quand il a attiré le grand, etc. Là, cette équipe, pour l'instant, elle est incapable de savoir se servir des deux grands. Les deux grands, il faut qu'ils apprennent aussi à jouer ensemble, parce qu'en fait, il y en a quand même un qui est habitué à piquer-rouler, c'est Rudy Gobert, donc il fait ça de manière automatique, ce qui peut se comprendre. Et l'autre qui veut tellement scorer qu'il a tendance à rouler, même quand c'est pas son tour de rouler, parce qu'il veut la balle pour aller mettre des paniers, en fait. Et ça fait qu'il y a plein de moments où on voit, il y a un pic qui est posé, tu as les deux grands qui descendent en même temps, qui sont dans les mêmes, dans les mêmes secteurs. Et c'est tout ça, en fait, qui fait que ça marche pas actuellement. Pour donner un peu de positif, malgré tout, Rudy a quand même apporté sa défense. La défense des Wolves est quand même correcte. Le problème, c'est que quand il est sur le terrain, ils ont une bonne défense, mais ils ont une très mauvaise attaque. Quand il est en dehors du terrain, ils ont une attaque correcte, mais une très mauvaise défense. Donc,
c'est une équipe qui n'est pas au niveau de ses ambitions pour l'instant. Et je pense pas que ça pourra bouger simplement avec du temps et des efforts. Je pense que si les Wolves veulent se donner une chance que ça fonctionne, il faut bouger des choses dans le roster. Soit à la périphérie, soit se dire, comme tu disais Antoine, bah finalement, là, est-ce que c'est pas le meilleur moment si on pense que Karl Anthony Towns peut pas nous emmener plus loin, mais qu'on pense qu'Anthony Edwards a la capacité d'être un franchise player. Je suis tout à fait d'accord avec toi, Anthony Edwards et Rudy Gobert, ça peut marcher. La preuve, ça marchait à Utah, donc tu te dis, bon bah voilà, il y a un arrière explosif qui aime scorer, un grand qui porte des écrans, qui défend, bien sûr que ça peut fonctionner. Mais là, je pense que les Wolves, effectivement, il va falloir qu'ils se posent la question relativement vite de savoir s'ils veulent faire bouger D'Angelo Russell ou aller chercher du playmaking pour essayer de continuer à jouer avec leurs 3 stars entre guillemets, ou alors carrément aller plus loin dans la réflexion et se dire bon bah là la cote de 4 est très haute, c'est peut-être le moment où on peut récupérer énormément de choses en retour. Je suis plus soi et je vais enfoncer cette porte que tu viens d'ouvrir, je suis tout à fait d'accord. C'est contrairement à Cleveland, comme tu as dit, il n'y a pas ce potentiel de progression. C'est marrant parce que pourtant, ils ont des joueurs jeunes, mais je pense comme toi que ça ne peut pas marcher sans un changement. La question, c'est est-ce qu'ils oseront, après avoir lâché autant d'atouts, revenir aussi vite? Ça serait une preuve d'intelligence. Se dire, OK, comprendre direct, OK, on a merdé, ça c'était une erreur, faut qu'on fasse marche arrière. Ça serait, enfin, une preuve d'intelligence, c'est un peu présomptueux de dire ça de ma part, mais ça, pour moi, ce serait une manière de très vite attaquer le problème. J'ai peur qu'en NBA, quand tu as lâché 4 pics et 4 joueurs, dont certains qui marchent plutôt bien avec Utah, tu tentes pas de dire non mais c'est bon, ça va être du temps, etc. et que tu prennes trop de temps, un peu comme certaines équipes qui ont souvent trop traîné à casser des associations qui ne marchaient pas. J'en ai peur. Après, c'est plus le même GM, enfin, c'est Tim Connelly, donc c'est peut-être que dans son idée, il s'était déjà dit bon, un de ses objectifs c'était clairement de faire Gobert, ok. Et peut-être qu'un de ces autres, la suite logique, il s'est peut-être dit si ça ne fonctionne pas, Kat, c'est un mec qui peut rapporter d'autres joueurs et d'autres pics, etc. Et il peut continuer de construire comme ça. Je pense qu'il a ça en tête aussi, à mon avis. Je sais pas, le papier de Zach, je crois que c'était Zach Lowe qui avait fait ce papier qui expliquait qu'en fait, Connelly, il cherchait même pas spécialement Gobert. En fait, il voulait une star. Il s'est dit, ce groupe est bon, il faut une star de plus. Ils ont regardé la liste de quelles stars seraient disponibles. Et là où ils sont arrivés jusqu'à Rudy Gobert, sur la liste des joueurs disponibles, ils se sont dit, ah, lui, ça peut coller. Ça peut coller parce qu'ils ont voulu faire le pari du tall ball. Ils se sont dit, bon, bah, on a un intérieur qui défend, l'autre qui écarte les lignes. Je pense qu'ils ont mal lu le problème, ils ont mal lu la situation. Même si, encore une fois, le trade, j'arrive à le comprendre. J'arrive à comprendre que Minnesota veulent vite progresser, veulent vite passer un cap et veulent faire venir une star parce que voilà, c'est une franchise qui attire pas les stars. Donc, je comprends toute la logique. L'association, je ne suis pas certain. Et Kat, il va falloir qu'ils aient le courage de le transférer parce que des joueurs de ce talent, malheureusement, à Minnesota, il n'y en a pas souvent. Ils pourraient récupérer, en plus, l'ironie, c'est qu'ils pourraient récupérer une partie des pics qu'ils ont lâchés. Ils peuvent peut-être récupérer des bons vétérans entourés. Voilà, je pense que de toute façon, je me répète, mais une équipe Edwards-Gobert, bien entouré, ça peut marcher. Je pense que Russell n'a pas assez de valeur marchande pour que ça vaille le coup. Ils vont récupérer des trucs à la marge et ça ne suffira pas de toute façon. Parce que qui est un très bon meneur gestionnaire? C'est quoi, Tyus Jones? Qui en Mike Conley. Donc, refaire un deal avec Utah. Mais ceci dit, blague à part, c'est ce type de profil dont ils auraient besoin. Ouais. C'est dur, hein. Franchement, c'est dur. De toute façon, leur défense, ce sera toujours de dire ça fait que 2 semaines dans la saison. Sauf qu'en fait, moi, je sais les conclusions hâtives, mais je suis comme vous, hein, je suis prêt à prendre le pari, mais dans 2 mois, en fait, ils auront les mêmes problèmes. Même si leur bilan, peut-être, il est un poil positif à ce moment-là, peut-être ils ont 3-4 victoires de plus que de défaites. Le problème sera le même, selon moi. Et dans une conférence Ouest, c'est très ironique, là, qu'à Cleveland, Minnesota, on avait l'impression que la conférence Est était très, 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 très forte, et je pense qu'elle est effectivement très forte, mais au final, il y a un mastodonte, c'était Milwaukee. Et l'Ouest, on s'était dit, c'est un peu moins fort au top. Et c'est vrai, c'est un peu moins fort au top. Mais par contre, il y a énormément d'équipes très, 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 très talentueuses. C'est dur aujourd'hui d'arriver à deviner le top 8 à l'Ouest. Je trouve qu'il est un peu plus facile à deviner à l'Est. À l'Ouest, du jour au lendemain, tu te dis, mais attends, Phoenix tourne bien, Dallas tourne bien, Golden State va se relever. Il y a trop d'équipes, en fait. Et tu ne peux pas vraiment te permettre d'être juste moyen. Juste moyen, tu n'iras pas en play-off, tu vois. À l'Est, tu peux être juste moyen et tu vas finir peut-être 8e.
Enfin, un peu plus que moyen quand même, parce qu'il y a du niveau. Mais tu vois ce que je veux dire? Genre, les Knicks, aujourd'hui, ils ne peuvent pas complètement faire un trait sur les playoffs. Ils ont le même bilan que Minnesota, quasiment. Minnesota, je me dis là, dès aujourd'hui, c'est déjà compliqué pour les playoffs, en fait. Il y aura le play-in, quoi. Enfin, mais ils ne satisferont pas, ce sera une déception s'ils font que le play-in. Bien sûr. Vous pouvez espérer, moi, le premier, que ça fasse top 6 en se basant sur les trucs qui ont bien marché l'année dernière et avec la plus-value énorme qui est censée être Rudy. Rudy, ils ont un bilan pas trop loin de l'équilibre, ils restent à peu près à l'équilibre, mais avec un calendrier, effectivement. Ils ont des gros matchs à venir. Hein. Il y a des gros matchs. C'est pas, je vais pas du tout enterrer la possibilité qu'ils remontent, mais ouais, c'est pas du tout. Je suis pas rassuré par ce que j'ai vu et plus encore sur la dynamique entre les mecs que sur la façon de jouer. C'est logique, comme tu le disais, de ne pas arriver tout de suite à trouver le fonctionnement optimal quand tu as un style aussi particulier, des joueurs qui se connaissent pas. C'est pas anormal, mais j'aime pas trop ce que je vois pour l'instant. Ouais. Ouais, ça va pas être simple de toute façon pour ces deux équipes, c'est clair. En fait, je pense que une des raisons qui faisait qu'on voyait peut-être quand même les Wolves s'en sortir mieux avec l'arrivée de Rudy, c'était de se baser sur la projection des progrès d'Anthony Edwards. Et en fait, là, ce qu'on n'avait pas vu venir, c'est que pour une raison ou une autre, alors que ce soit parce qu'il n'est pas arrivé en forme ou qu'il n'a pas bossé son jeu ou qu'effectivement le fait d'avoir deux grands maintenant, ça le bloque dans la tête ou sur le terrain, là c'est vrai qu'il n'est pas au niveau auquel on espérait qu'il serait s'il poursuivait sa courbe de progression. Après, c'est pas du tout, je pense pas que ce soit forcément inquiétant pour son potentiel. C'est aussi parce que c'est assez fréquent finalement, ces joueurs qui arrivent très fort dans la ligue. Il y a le moment, je pense qu'au bout de 2 ans, ils pensent qu'ils sont arrivés quelque part. Donc au lieu de redoubler d'efforts, tu te reposes, non, finalement c'est bon, j'arrive à jouer, etc. Et tu captes pas qu'autour de toi, tout continue à évoluer, que les équipes t'attendent de mieux en mieux, que maintenant les plans défensifs, ils sont aussi axés en fonction de ce que tu sais faire, donc il va falloir que tu montres que tu sais faire d'autres choses. Donc ça, c'est pas forcément inquiétant pour l'avenir du côté des Wolves. Par contre, effectivement, en termes d'ambiance globale, de direction d'équipe et de groupe, c'est là que c'est un petit peu compliqué. Sachant que Kat, effectivement, je reviens encore à ça, hein, pour moi c'est peut-être dur de tirer ce constat, mais je pense pas que ce soit un franchise player ni par le jeu ni par le leadership jusqu'à présent. Rudy Gobert, il a des qualités de leader, c'est clair, mais on sait aussi que pour l'instant en club, en tout cas, ses qualités de leader n'ont pas toujours été suivies. Ça n'a pas toujours fonctionné, sa manière de faire. Donc je ne sais pas, peut-être qu'il aura réadapté ou peut-être que ça marchera mieux cette année du côté des Wolves. Mais du coup, on se retrouve dans une situation où tu dis il n'y a pas forcément de cadre vraiment dans cette équipe pour appuyer le discours du coach ou pour cadrer le jeu. Et on en a parlé à plusieurs reprises l'an dernier, mais c'est vrai que c'est là que des joueurs comme Marcus Smart ou plus à la marge Udonis Haslem, ça a quand même une importance énorme parce qu'en fait, c'est des joueurs cadres qui permettent justement de rester unis dans les temps faibles, dans les moments durs. Et du côté des Wolves, je vois pas ce joueur non plus au sein de l'effectif. Ouais, il faudra peut-être qu'ils aillent le chercher sur le marché à un moment parce que effectivement, Kat, moi, je suis resté bloqué vraiment sur la saison dernière où le nombre d'erreurs En fait, c'est ce que dit Bill Simmons à chaque fois. Après, mais il est un peu devenu hater de Kat, mais il dit que c'est le joueur, la star avec le plus faible QI basket, qui fait le plus d'erreurs invraisemblables dans des gros matchs. Dans la ligue, il n'y a personne d'autre que lui qui est capable de faire des erreurs comme ça. Effectivement, l'année dernière, ses playoffs ont été un peu décevants alors que la saison a été bonne, qu'il n'arrête pas de dire que c'est le meilleur shooter pour un intérieur de toute l'histoire de l'NBA. Stop. Mais Kevin Love est meilleur que nous au shoot. mais voilà, il y a quelque chose qui... J'ai même pas envie, c'est difficile d'accabler ce mec-là. Il avait, hors dehors du terrain, il a vécu un calvaire personnel comme plein d'autres mecs, hein, mais il a vécu des trucs super durs. J'ai pas envie de l'enfoncer. Et il a beaucoup de talent dans les mains, mais effectivement, sur le côté leadership, on a l'impression qu'il est pas vieux, hein, mais ça fait longtemps qu'il est là. Ça commence à avoir de l'expérience, de la bouteille. Il est censé, pour moi, il doit être capable de tracter une équipe, même moins talentueuse que ce qu'il a là, mieux que ce qu'il a fait jusqu'à présent. Ou d'avancer un peu sur ses points faibles, parce que c'est un attaquant incroyable, ça on est tous d'accord pour le dire, du moins pour mettre la balle dans le panier. Par contre, voilà, c'est vrai que tu te dis, un mec de sa taille, qui a d'aussi bonnes mains, qui est dans la ligue depuis aussi longtemps,
comment ça se fait qu'il n'arrive pas mieux à exploiter les prises à deux pour trouver les mecs qui sont seuls, leur donner les ballons dans de bonnes conditions. Je veux dire, même Joel Embiid l'an dernier a vachement progressé dans ce registre-là. C'est le lot de tous les big men ou de tous les joueurs très forts. À un moment, ta marge de progression, elle est sur le fait de pouvoir sanctionner les prises à deux en lâchant des ballons. Et on ne te demande pas d'être Magic Johnson pour autant, quoi. Simplement, une passe simple, voir là ce qui passe, la donner dans les mains au bon moment. Et ça reste une difficulté énorme, j'ai l'impression. Non, mais il y a un moment, et effectivement, pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, il y a un moment où je pense que si le bilan n'est pas assez bon ou s'ils sentent une opportunité, il a forcément ça dans un coin de la tête. Conley, c'est pas lui qui a monté cette équipe-là à la base. C'était pas lui qui a drafté 4, tout ça. Et je pense qu'il a cette option-là en tête de pouvoir continuer à remodeler l'effectif comme lui, il l'entend, comme il l'a fait à Denver à un moment. Enfin, je pense vraiment que c'est un truc à pas mettre de côté. Je l'avais pas envisagé aussitôt dans la saison parce que je me disais qu'il serait compétitif rapidement ou au moins top 5 assez facilement. Mais peut-être qu'il faudra y penser plutôt que ce qu'on pensait, ouais. Ouais, il y a des pistes, hein. Franchement, au Knicks, ils peuvent aller chercher du monde. Après, malheureusement, j'ai du mal à voir quel joueur disponible pourrait vraiment les aider parce qu'ils peuvent aller chercher quoi? Des Van Fournier, Julius Randle. C'est du pansement, c'est pas de la vraie guérison. Aux Hornets, il y a peut-être des joueurs à aller chercher. Mais en tout cas, oui, je suis d'accord avec toi. Il va falloir y réfléchir. Il faut qu'ils y réfléchissent. L'ironie, c'est que le premier réflexe serait de penser que c'est Rudy qu'il faut de nouveau transférer. Et moi, je pense pas. Je pense vraiment. C'est même pas par chauvinisme, je m'en fiche, mais je pense pas que Gobert soit le problème. Je pense que Gobert peut amener des choses à cette équipe, mais par contre, Gobert 4, ça peut pas marcher. Il faudra se séparer un des deux et c'est peut-être plus malin de se séparer de 4 pour tout ce que vous avez dit. Mais après, c'est vrai qu'ils peuvent déjà essayer de s'accorder un peu de temps en essayant de progresser au niveau des postes extérieurs. Il faut trouver quand même un meilleur meneur de jeu ou des joueurs à la création qui soient plus à même d'aider cette équipe à mieux performer. Et je pense que c'est déjà... je serais étonné quand même que 4 soit transformé. Je serais hyper étonné qu'il soit transformé dans le jeu. Non, je serais étonné qu'il soit transféré dès cette saison. Par contre, voilà, je pense qu'il faut qu'il se donne les moyens de voir ce que ça peut donner et d'aller chercher un deal pour faire venir un meneur de jeu ou un deuxième arrière, voire les deux, et qu'il soit capable de créer, de donner du liant. Je veux dire, même quand je vois ce que Royce O'Neal fait aux Nets, qui sont dans la difficulté, mais je vois pas un joueur comme ça aux Wolves, en fait. Capable de monter la balle si besoin, de faire l'extra passe si besoin, de défendre, d'apporter des points d'un côté et de bien défendre de l'autre. Espèce de joueur un peu à tout faire. Je dis pas qu'il changerait toute la donne du côté des Wolves, mais il faudrait au moins un joueur comme ça, plus un meneur de jeu. Je pense que c'est vraiment l'urgence du côté de Minnesota. Je la vois là, moi. Yes, je partage. Bon, bah écoutez, on va peut-être refermer cette page sur les cadeaux du Jazz faits au reste de la Ligue. On reviendra quand même sur le parcours exceptionnel d'Utah à un moment, surtout si ça dure un petit peu, faudra s'y intéresser de près. Nous, on vous rappelle que le MOOC, la réédition du MOOC New York en édition premium est disponible sur le site Basket Session. Allez jeter un œil. Dans tous les cas, toute l'actualité, tous les jours, 24 heures sur 24 ou pas loin, c'est sur Basket Session. Vous retrouverez la plume de Shai Mamou, Antoine Pimel et tout le reste de la rédaction. Et nous, on vous donne rendez-vous très vite pour un nouvel épisode du podcast. Allez, ciao à tous. Ciao. Ciao. The game is out there, and it's either play or get played.